J'ai transmis la plainte aux avocats du président Gbagbo en leur disant que ce que je sais de la Cour pénale internationale et surtout de M. Ocampo, ils iront jusqu'au bout. Pour avoir longuement enquêté sur M. Ocampo dans le dossier du Darfour et du Soudan, je savais très bien que ce n'était pas du tout une plaisanterie et qu'il y avait une certaine détermination dans la démarche de ceux qui initiaient ce processus. Et il me semble que certains des avocats du président à l'époque n'ont pas pris cette histoire au sérieux. Je le regrette profondément parce qu'il y avait la possibilité effectivement de déclencher une campagne extrêmement importante et c'était au mois de mars, c'est-à-dire c'était avant le coup d'État du mois d'avril. Finalement, lorsque les événements du mois d'avril sont produits, bon, les gens ont cru que bon, l'épisode de la Cour pénale internationale était encore une parenthèse et j'étais plutôt surpris d'entendre un certain nombre de gens proches du président Gbagbo me dire qu'ils étaient surpris que le président Gbagbo a été transféré, déféré plutôt devant la Cour pénale internationale. J'étais outré parce que je me suis dit beaucoup de temps perdu, beaucoup de choses qui devraient être faites n'ont pas été faites, soit par inconscience, soit par négligence, soit simplement par excès de zèle, où les gens étaient très sûrs d'eux, mais je pense qu'ils connaissaient très mal ceux qui étaient en train de mener ces opérations de déstabilisation. Et donc, j'ai vécu ça avec beaucoup de peine et de frustration, entre guillemets, parce que je savais que M. Ocampo n'était pas si redoutable qu'on le pensait, et que bon, pour les documents que j'avais, très compromettants que j'avais le concernant, il me semble que si une campagne avait été déclenchée à ce moment-là, on aurait embarrassé énormément de gens et le transfèrement du président Gbagbo devant la CPI, je ne dis pas qu'elle n'aurait pas eu lieu, mais elle aurait eu lieu avec suffisamment d'informations sur la place publique et c'est parfois embarrassant parce que certes, la machine judiciaire peut se mettre en route, mais je sais aussi d'expérience que lorsque vous travaillez sur des dossiers sensibles comme cela, ce que redoutent davantage ceux qui manigancent à l'ombre sur ces questions, ils ont souvent très peur que les choses éclatent sur la place publique, mais de façon structurée et organisée. À l'époque, il faisait tout à l'heure le parallèle avec le dossier du Rwanda. Quand j'avais enquêté sur l'affaire du Rwanda en 1994, notamment sur l'attentat du 6 avril, bon, les gens ne considéraient pas que le dossier de l'attentat contre le président Habyarimana était important. Mais finalement, lorsque le livre était sorti, M. Kagame et tous ceux qui l'avaient soutenu étaient très embarrassés parce qu'ils ne savaient pas qu'il y aurait eu quelqu'un qui aurait osé sortir ce dossier-là à ce moment-là. Ils étaient à peu près convaincus qu'on allait attendre 40 ans après pour savoir qui a tué le président Habyarimana. Aujourd'hui, je suis ravi que le dossier du président Habyarimana fasse aujourd'hui l'objet d'un débat public et judiciaire. Et c'est exactement la même situation dans le cas de la Côte d'Ivoire, où ceux qui ont organisé ce qui a été fait étaient à peu près aussi convaincus qu'on n'aura pas l'occasion de parler de ce débat sur le fond, et la façon dont les choses se sont réellement passées, et puis surtout de montrer que les événements du mois d'avril 2011 n'était pas du tout un épiphénomène, c'est-à-dire que depuis 2000, où le président Gbagbo est arrivé au pouvoir, beaucoup de gens étaient fortement agacés de le voir apparaître sur la scène politique ivoirienne. Et j'ai eu à discuter quand même avec un certain nombre de ministres français et de personnalités de ce pays pour savoir ce qui reprochait au président Gbagbo. Et il a maintenu les intérêts de la France à Abidjan. La plupart des entreprises qui avaient pignon sur rue à l'époque du général Key ou de M. Henri Konan Bédié ont été conservées. Je ne comprends pas, et d'ailleurs ce qui a fait dire aussi à beaucoup d'Africains mal informés que le président Gbagbo était quelqu'un de la France-Afrique parce que finalement il n'a rien touché des intérêts de la France dans ce pays. Mais en réalité c'était un paradoxe parce que s'il n'a pas remis en cause les intérêts de la France en Côte d'Ivoire, quel était l'intérêt pour les Français de le renverser?
finalement, je me suis rendu compte que, à la différence d'ailleurs du président rwandais, Paul Kagame, qui invective la France, qui l'humilie, qui rompt ses relations diplomatiques avec la France, qui met l'armée française en accusation, jamais, pas une seule fois, on a entendu le président Gbagbo tenir un propos déplacé, violent en quelque sorte, entre guillemets, les règles de courtoisie diplomatique, y compris en 2004 où la force licorne a tiré sur les populations civiles. Pas une seule fois on a entendu le président Gbagbo dire des choses, manquer de respect à son homologue français, ou exiger ou le départ de l'armée française ou la rupture des relations diplomatiques avec la France. Et donc je ne comprenais pas pourquoi d'un côté il y avait un chef d'État africain qui était si arrogant, si méprisant, et on lui déroulait le tapis rouge à Paris, M. Kagame, comme on l'a accueilli après avoir massacré des millions de gens dans son pays, y compris au Congo. Mais le président Gbagbo, qui pas une seule fois a fait quelque chose de grave contre les Français malgré les éléments qui étaient sur la table, eh bien lui, la seule chose qu'on a pu trouver à faire, c'est d'aller le déloger à la suite d'une élection qui s'est déroulée dans son pays.